Bonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder Johnny Belle Gueule de Walter Hill. On espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez le constater, un chroniqueur est tombé au combat du visionnage de films. Nous avons perdu Greg. Il est en train de reprendre des forces et il reviendra encore plus gourmand, le film Paramount. Alors ici, on n'admet que 3 membres d'un film, un after en plateau. Alors le format de l'émission est un peu bousculé. Mickaël est en duplex. Ça va, Mickaël? Ouais, Mickaël. Ouais, bonjour Julie. Alors, étant donné que j'ai vu le film en duplex, avec les décalages, j'ai pas encore vu la fin. Ah, très bien. Bon, bah, on te laisse un petit temps alors. Puis avec le lag, le Merci. décalage, t'as qu'à reprendre la parole quand tu veux. Ça arrivera un petit peu n'importe quand de toute façon. Alors, il est temps d'en apprendre un peu plus sur ce film. Antoine, c'était ton choix alors? C'était mon choix et je le regrette. Ah. Alors, non, j'exagère. Johnny Belle Gueule. Alors, Johnny Belle Gueule, c'est un drame mou. Ah oui. Je préparais une boutade, ça se veut film noir, mais c'est un nain noir, voilà. C'est un film noir, un nanar. Bon, bref. Formidable. Non, c'est un peu raté. C'est un peu raté parce que je trouve Mickey Rourke touchant, mais son personnage, je n'éprouve aucune empathie. Donc j'ai vachement de mal à m'attacher du coup à ce héros que je ne comprends pas par ailleurs, parce qu'il est désireux de vengeance, etc., qui met assez mal à l'aise. Et au milieu de ça, autour de lui, il y a une galaxie de personnages, dont certains que je trouve vraiment très mal écrits, notamment ce méchant surexcité, sorti directement d'un actionneur. Et ça se mélange très mal avec ce super réalisme de film noir. Et donc, totalement à côté, vraiment Tu n'es pas convaincu. raté. Il me semble que c'est pas Paramount en plus qui produit, donc je peux le dire, c'est raté. Voilà. Tu peux y aller. Désolé. Je te confirme. Oui, c'est Eh oui. l'explication. Et Sarah, une scène peut-être qui t'a marqué, qui t'a plu, qui t'a Oui, déplu? bah, ça va être assez facile. Hein. C'est la scène où Johnny va découvrir sa nouvelle tête après l'opération. Alors, ce que je trouve intéressant quand même en termes psychologiques, c'est qu'il la découvre devant un parterre de médecins, 150 médecins. Je pense que c'est quelque chose qui aurait peut-être besoin de se faire un peu dans l'intimité. C'est quand même un petit choc. Mais je trouve que Mickey Rourke arrive quand même à être émouvant dans cette scène. Je trouve qu'elle est plutôt réussie quand même. Voilà. Très bien, c'est une très bonne scène, Sarah. Merci, Mickaël, tu avais une scène qui t'a plu, déplu? Ouais, il y a la scène où il va voir Earl, je crois, sur le chantier, pour lui dire « Laisse ma copine tranquille ». Et donc il essaie de lui faire peur, hein, c'est juste avant qu'il sorte le couteau, mais il porte une casquette à fleurs, donc il n'a pas de crédibilité. Très bien, merci Mickaël. Antoine, Mais peut-être sinon, que... sinon, juste Ah, Mickaël, dis-nous. pour revenir sur la scène où on découvre son visage. En fait, on le voit de dos dans un premier temps, il lui envoie le bandeau. Et en fait, quand il retourne, moi je m'attendais à ce qu'il ait la tête de Forest Whitaker. Ça aurait été un tout autre film, effectivement. super. Moi, je m'attendais à ce que ce soit une momie, tu sais, qu'il y a encore des bandelettes et des bandelettes encore à l'infini. Antoine, t'as peut-être une scène qui t'a... Le premier casse. Ouais. Ok. Le premier casse avec les masques, etc. Là, il y a une fibre un peu actionneur, je le trouve assez rythmé, assez cool. Et ça m'a vraiment mis bien dans le film. Je fais, ah, là, ça, non. Mais en tout cas, cette scène-là m'a plu énormément. Il paraît que Christopher Nolan, quand il a réalisé The Dark Knight, ne jurait que par cette scène. Non, mais elle est très bien. Et c'est d'ailleurs un peu dommage parce que le deuxième casse, celui en fin de film, du coup, est beaucoup plus mou. En opposition, et de mettre trop de force au début de son film, à la fin, malheureusement... Peut-être que ça reviendra dans d'autres films Paramount, je ne sais pas. Alors moi j'ai choisi la scène où il va rencontrer sa douce, son aimé, et il va y aller avec sa fiche de salaire en disant ouais, vous essayez de m'arnaquer là sur la fiche de salaire, ce qui est un peu ce que tu as fait Antoine tout à l'heure en arrivant au plateau. Et qui n'a pas marché. Qui n'a pas fonctionné. Pauvre Antoine. Très bien, alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur peut-être la genèse du film, comment ça a été mis en place, la distribution, le casting? Peut-être dire que c'est pas un scénario original, que c'est inspiré d'un roman de John Godet qui a été publié en 72 et dont je vais vous donner le titre en anglais avec mon plus bel accent, The Three Worlds of Johnny Handsome. Ce qui veut dire... Les 3 mondes de Johnny Belle Gueule. Merci. Ça fait 2 points pour Sarah déjà. Et donc, est-ce que vous pouvez, par exemple, ce casting Mickey Rourke, je vais vous raconter la genèse du film. J'ai travaillé, et oui j'ai travaillé, et je mérite cette place normalement.
Non, alors en gros, à la base, donc c'est un bouquin des années 70. À la base, il y avait un premier réal qui s'appelle Harold Baker, je sais pas ce qu'il a fait, et il devait bosser. C'est bien. Mais j'ai pas cliqué sur le lien, fallait cliquer, j'ai pas cliqué. Il devait bosser à la base avec Richard Gere, et ensuite Al Pacino. Al Pacino, il lit le truc, Al Pacino, il dit c'est de la merde, je le fais pas. Non mais en gros, il dit ça sent le nanar votre machin, ça va pas marcher, ça va pas être émouvant. Ouais, il lit le script et il dit va falloir enrichir tout ça, sinon ça ira pas. Est-ce qu'il aurait pas le nez creux ce moral hein? Il dit série B, il dit pas nanar, il dit série B, mais il s'est pas trompé. Après il y a William Dafoe, on lui propose, il dit ah les gars j'ai piscine, etc. Tout le monde avait une bonne excuse pour pas faire ce film. Et c'est à l'époque il n'y avait pas le confinement, tu pouvais pas dire non je suis à la maison, je suis bloqué. Et c'est Mickey Rourke finalement qui prend le truc. Et le réalisateur Walter Hill. Walter Hill. Et alors là, c'est intéressant. Tu veux dire Non, j'allais donner la parole à Michael qui nous fait des grands signes, qui a peut-être fini le film depuis. Ouais, ça y est, j'ai fini le film. J'ai une info intéressante. Apparemment, même Patrick Timsit, il aurait refusé le rôle. D'accord, Michael. Merci beaucoup pour cette intervention fort à propos. Mais je t'en prie, Antoine, continue sur ça valait le coup de le rythme. Là, on a fait du 100 à 0 km/h, un coup de frein, quoi. Alors, Walter Hill, c'est qui? Eh ben, je te demande. C'est pas n'importe qui non plus. Il a fait des choses. Ouais. Il a commencé dans les années 80, mais au départ c'était plutôt un réalisateur qu'on appelle de seconde équipe sur les films. Alors peut-être qu'on peut dire ce que c'est parce que les gens ne le savent pas forcément. C'est ceux qui vont filmer plutôt les scènes d'action, les cascades où t'as pas les acteurs. Enfin voilà, c'est pas les. Où t'as pas les stars quoi. T'as pas les stars. Parfois, il peut y avoir les stars. C'est pour un souci d'efficacité en fait sur un tournage où on met des équipes donc A et B en place pour de front avancer en même temps. C'est comme au foot, équipe B c'est les nuls. Là c'est pareil. Est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur cette image? Est-ce qu'on peut être plus réalisateur que sur cette image? C'est vraiment un mélange. C'est-à-dire le regard concentré de Spielberg et un peu de Coppola. Il porte une cam, c'est vrai que tous les réalisateurs viennent avec leur cam. C'est la mienne. Michael. Ouais, Antoine parlait au début de la scène de casse qui est pas trop mal foutue. Et en fait, Walter Hill, il a bossé sur l'affaire Thomas Crown où il a eu une excellente scène de casse avec Steve McQueen, mais c'était peut-être pas un hasard. Eh ben oui. Mais il a vraiment été second couteau, effectivement, sur Thomas Crown, sur Bullitt et tout. Il a quand même. C'est du bon cinéma d'action des années 70. Quand même. Il me semble qu'il a aussi produit et co-scénarisé un grand film de Ridley Scott qui est Alien. Exactement. Le 8e passager. Donc est-ce que ça serait pas un couteau suisse du cinéma, ce Walter Hill? Il produit, il écrit, il réalise. Il co-scénarise Alien. C'est Alien, on peut revenir sur la finesse d'Alien. Et la comparer à la finesse de Johnny Bellegueule. Il a corrigé Alien, c'est incroyable. Il a réalisé aussi et ça je m'adresse à Michael, il a fait des Contes de la Crypte. Ah. Oui. Alors c'est très marrant parce que pendant tout le film, je me suis dit on dirait un truc entre Hollywood Night et les Contes de la Crypte. Ouais, c'est ça. Et on a l'impression à la fin qu'il va manger et qu'il va faire un truc crado. C'est vrai. Il y a vraiment cette couleur Hollywood Night. C'est tout. Ah, d'accord, très bien. Mais justement, puisqu'on parle de ce côté un peu crado et tout, on peut parler peut-être de la volonté du réalisateur à travers ce film. Qu'est-ce qu'il voulait faire exactement, Walter Hill? Non, mais moi, ce que je trouve pas inintéressant, c'est ce qu'il dit. Il veut aller un peu à l'encontre de tout ce qui est feel-good movie, happy end. C'est réussi. Et il assume ce côté-là, et Mickey Rourke aussi assume ce personnage. Et c'est vrai qu'ils vont peut-être utiliser un peu cette excuse pour dire que les gens n'ont pas aimé le film en disant ouais, les gens ils aiment bien quand ça se finit bien et tout. Bon, je sais pas si c'est la seule raison, mais voilà, en tout cas ça c'est très assumé. C'est un film assez noir quoi. Et il assume jusqu'au bout puisque même après avoir vu le film, il continue de dire que c'est ce qu'il voulait faire et que Mickey Rourke est touchant dans ce personnage, etc. Mais moi je suis pas en désaccord complet. Enfin, il y a des choses très maladroites, notamment ce que tu l'as dit, les personnages des méchants qui sont beaucoup trop caricaturaux, mais ce film m'a un peu touchée. Voilà. Je peux comprendre. Le principe, enfin c'est pas le principe, je sais pas, je connais pas les règles du principe, mais dans un drame, c'est-à-dire si c'est trop manichéen, on sort du réalisme. Et là les personnages sont vraiment écrits.
Il y a sa copine dans le film, là, c'est la petite brebis gentille, les méchants sont très cruels, machin. Et lui, il se balade entre les deux, où pour le coup, lui, je peux lui comprendre une certaine profondeur, parce qu'on sait jamais de quel côté il va pencher, etc. Mais comme autour de lui, tout est absurde, ça tombe à l'eau. Je pense que ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'il y a une nuance, en tout cas, sur son personnage à lui, qui est assez bien posée, et où ça te crée aussi de la surprise au fur et à mesure, quand tu avances dans le film, où tu ne sais pas vraiment comment ça va se terminer, même si tu sens bien que le mec, il voulait pas faire un feel-good movie et que ça va pas hyper bien se terminer. Tu sais jamais, en fait. Moi, après, il y a un truc qui m'a gêné dans le film, c'est le sorte de présupposé de Whittaker qui joue le médecin, qui est de dire il est très moche et il est méchant et c'est un voyou, mais si je lui change de visage et qu'il devient très beau, vous allez voir, ça va le faire changer de vie, ce qui est assez particulier comme... Beau, comme sur cette photo, par exemple. Il est hallucinant jeune. Ouais. Très classe. Mais alors, attention, c'est pas Mickey Rourke. Après, oui. Ah oui, je me disais, il a fait vraiment beaucoup d'opérations parce que il a vraiment plus le même visage. Moi, c'est une thématique que je trouve intéressante, c'est est-ce que la vie est facilitée au jambon, par exemple. Enfin, en vrai, mais c'est... Il y a un vrai... Alors, c'est pas une thématique, c'est vrai. Oui, non, mais pour le coup, c'est tout à fait vrai. Ça marche aussi pour les riches, d'ailleurs. C'est pas la vie facile, c'est plutôt est-ce qu'il va arrêter d'être un voyou, quand il va être beau, il va devenir en fait gentil et se ranger, ce qui est un peu bizarre, je trouve. Mais en tout cas... J'ai noté, si vous voulez, allez-y, cher ami. Quel excellent chroniqueur. Pardon, je m'arrête un instant. Mais c'est du bon boulot quand même. On m'a déplacé. On aurait envie qu'il reste là, à tout jamais. Non, pas sur ce siège-là. Alors, je cite Mickey Rourke. Pardonnez tout de suite mon anglais. J'ai la phrase en anglais parce qu'après, je l'ai traduit moi-même et peut-être que c'est pas fidèle. I'm drawn to characters where there is no happy ending, where things aren't rosy in the end. It's not a happy world. And there aren't easy, sappy ending to life. Alors là, je t'arrête parce que je pense qu'il y a des spectateurs qui ont cru qu'ils captaient la télé anglaise. Là, je pense. Ils ont alors, BBC, quoi. Alors, si ça taquine, j'aimerais qu'on revienne sur la manière que Julie a de prononcer les noms anglais. On dirait une version québécoise. Genre, Michael Rourke. Donc il dit, je dépeins un personnage qui ne connaît pas une fin heureuse. Ce n'est pas un monde heureux. Il n'y a pas de happy end dans la vie. Et c'est vrai, alors ça s'applique bien, et ça s'applique bien. Et il y a un dernier truc sur ce côté film noir, en fait, l'hommage au film noir des années 40, pourquoi ça marche beaucoup moins bien avec une image des années 90, c'est que je pense qu'on pardonne aussi beaucoup de choses aux films des années 40, parce qu'il pouvait aussi y avoir des méchants archi-caricaturaux, etc., mais on y est moins sensible parce qu'il y a cet univers d'Hollywood et tout. Dans les années 90, dans les années 40. Oui, voilà, du coup, on a moins de recul aussi sur l'histoire du cinéma et sur la façon en tout cas, d'écrire des personnages. Exact. Et là, dans les années 90, ces deux méchants, on les voit vraiment sortir de tueurs nés ou même de méchants cruels des actionnaires des années 80, 90. Et du coup, ça fait un mélange des genres un peu maladroit et pour moi, ça passe à côté. Je l'ai dit 19 fois, mais je le redirai encore. Mais ce n'est pas un film et vous ne me ferez pas taire. Michael. Ouais, moi j'ai fait une expérience un peu particulière. C'était la première fois que je mets des sous-titres sur une VF. On comprend rien à ce que dit Mickey Rourke. C'est vrai, au début. Bon, après, c'est fait exprès, mais au début, on comprend vraiment rien. Figurez-vous que c'est des remontées des spectateurs d'un film en after également. Ils sont obligés de mettre les sous-titres. Mais d'ailleurs, ils mettent les sous-titres et ils enlèvent l'image aussi. Sarah, est-ce que tu voudrais nous parler, par exemple, un peu de Mickey Rourke? Oui, je voudrais. On pourrait en parler vraiment très longtemps, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans les années 80, Mickey Rourke, on parle de lui, il est comparé à un James Dean, à un Marlon Brando. Enfin, c'est vraiment une superstar, sex symbole, et puis bad boy aussi. Enfin, et toi, tu le trouves comment personnellement, Sarah, Mickey Rourke? Je trouve qu'il a un côté bad boy assez séduisant. Très bien. Mais il a une aura. Ah bah, il a vraiment une aura. Il a un truc assez fascinant. Il a une bonne gueule. Johnny Belle Gueule, pardon. il a une bonne gueule. Il a une aura. Dans Johnny Belle Gueule, on sent que je sais pas, moi je le trouve paumé, donc je trouve aucun charisme. Mais franchement, il a quand même une tronche. Et on sent que c'est un mec qui se bat. Même en dehors des tournages, je pense que t'as pas trop envie de le chauffer dans un bar. D'ailleurs, de toute façon, il a un parcours un peu compliqué, non? Enfin, il a exercé pas mal de boulot aussi avant de. Ouais, il a fait plein de petits boulots, gardien de parking, videur. Quand il a débarqué, quand il avait 20 ans à New York, il a commencé à la télé. Il a été révélé par Coppola dans Rusty.
mais la concentration, c'est les années 80. Et quand on parle de son sex appeal, c'est notamment dans 9 semaines et demie avec Kim Basinger qu'il a été repéré. Des générations s'en souviennent. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut remettre la photo où il fait de la boxe? Parce que c'est important déjà de dire qu'après, il va quand même faire de la boxe. Dans les années 90, exactement. Et là, moi, je trouve que c'est une version bagarre de Kevin Costner, en fait. Un petit peu, il a vraiment cette gueule... Mais ce qu'il a, c'est qu'il a des bonnes joues aussi. Je trouve que ça lui donne un air un peu touchant et sympathique. Ouais, il y a un sympa. Visage assez, assez copain, quoi. Il va capitaliser sur ses joues qu'il va remplir de botox. Bah, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que donc, c'est la consécration dans les années 80 et après, dans les débuts des années 90, donc il décide de se mettre à la boxe. Et il va être... Est-ce qu'on peut citer quelques films, donc à part 9 semaines et demie, dans les années 80 peut-être? Il y a L'année du dragon, il y a Angel Heart. Voilà. Par exemple. Et, Et après, il y a des ratés. Après, c'est la descente aux enfers, dont Johnny Bellegueule fait partie. Des grands cinéastes, Cimino, Adrian Lyne, Alan Parker. Exactement. On n'est pas sur des petits rigolos. Oui, je peux lire aussi les années, j'ai l'affiche, 85, 86, 87, merci. Et donc après ça, en fait... Bref. Non, mais en tout cas, après ça, donc, il va se mettre à la boxe pendant quelques années. Et en fait, il va être complètement défiguré par les combats. Et là, va s'enchaîner nombreuses opérations de chirurgie esthétique qui ne vont pas être forcément très réussies. Plus ou moins réussies, ouais. Et on peut parler peut-être un peu de son comeback quand même si en fait, on va voir qu'il n'arrive jamais vraiment à revenir. Ouais, c'est dur, c'est vraiment dur. Ce qui est un peu compliqué pour les acteurs de ces années-là et de cette génération, c'est qu'à part te caster dans des rôles de méchants dans des films Marvel, hélas, il n'y a pas... il a fait, je pense, un film qui est splendide, c'est The Wrestler. Exactement. Non, mais qui sont presque des films second degré par rapport à leur vie. C'est un film qui a été, je pense que c'est un film qui a été écrit pour lui, The Wrestler. Il y a eu pareil avec Jean-Claude Van Damme, ils en ont fait un film, je me souviens plus du nom, et il y a Birdman, qui est pareil, des oppositions à leur carrière, etc. Donc ça fait un film très bien écrit qui fait leur comeback, mais ça redescend tout de suite, puisque... Je trouve que Michael Keaton est celui qui s'en sort le mieux dans cette génération d'acteurs, parce qu'après une longue traversée du désert, pour le coup, lui, il est assez bankable aujourd'hui. Michael? Ouais, il y a un truc qui est hallucinant, c'est que Mickey Rourke refuse Rain Man quand même. À cause de la boxe, le rôle de Rain Man qui va être interprété par Tom Cruise. Ah oui, parce que j'ai cru que tu parlais de effectivement. Pardon, dans Rain Man, il y a deux personnages et j'ai cru que c'était l'autre. Non. Et pour revenir sur les gueules, il y a Marlon Brando, il y a Mickey Rourke, il y a Thierry Lhermitte. C'est vrai que c'est les trois grandes gueules. La Sainte Trinité, comme on l'appelle dans le milieu du cinéma. Quoi. En tout cas, Mickey aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des nouvelles, mais il me semble on n'est pas dans pas trop de nouvelles. Ouais. Pas de. Je pense qu'on va repartir dans une petite traversée du désert, hélas pour lui. Mais il est remonté sur le ring. Hein. Il est remonté sur le ring. Il est remonté sur le ring dans les années 2010. Alors je sais pas si c'est très récent. J'ai pas des nouvelles là de la semaine dernière. On s'appelle plus. Est-ce qu'il s'enfilait autant de drogue que quand il montait sur le ring il y a 20 ans? Je pense que ça va mieux. Moi j'ai vu une photo de lui là, plus âgé. Il a un côté ancien rocker. Tu sais, le mec qui s'est vraiment déglingué, mais qui est maintenant qui tourne à l'eau quoi. Qui tourne à l'eau. Donc ça va un peu mieux, mais bon, tu sens qu'il a bien tapé quoi. Ouais. Michael. Ouais. D'après les dernières nouvelles, il sera en vacances avec Greg. Et ben voilà. Est-ce qu'on peut rapidement peut-être parler de ce thème quand même qui habite tout ce film, qui est un peu la difformité, la monstruosité de l'homme au cinéma. C'est vrai qu'on peut citer quelques films qui ont cette thématique un peu sur le freak, comment il va être accepté par la société. On peut penser à Elephant Man, on peut penser à Phantom of the Paradise, mais il y a aussi cette thématique, c'est marrant, chez certains méchants, par exemple le pingouin dans Batman, où tu as vraiment ce côté monstruosité, où il veut se venger de ne pas avoir été accepté par les hommes. Donc, il y a toujours un aspect un peu... La métamorphose se fait souvent dans l'autre sens. Moi, c'est ça que je trouve intéressant dans Johnny Bellegueule, c'est qu'on a souvent des personnages qui, au début, sont plutôt, on va dire, de physique classique, et qui basculent, en fait, qui sont... Je pense à La Mouche, je pense à, du coup, Phantom of the Paradise, c'est pareil. Au Joker, complètement. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs façons de l'envisager. Il y a souvent les histoires d'amour impossibles qu'on va avoir. Alors là, on l'a plus ou moins, mais il y a aussi ce truc de force physique. Je trouve que la monstruosité est souvent associée à de la force physique au cinéma. Je pense à Monster avec Charlize Theron aussi. Il y a quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Mais
Là, c'est plus spécifiquement la chirurgie aussi faciale au cinéma. Alors oui, le masque au cinéma. Ah, le masque. Tout le monde porte un masque. On voit, de toute façon, on voit même sur l'affiche. L'affiche, c'est vraiment les apparences, ce que je suis à l'extérieur et ce que je suis à l'intérieur, et donc les faux semblants. La thématique, elle est quand même très présente dans le film, puisque même lui, on ne connaît même pas ses intentions réelles en tant que spectateur. Il a un flic au cul qui est persuadé qu'il est méchant, le médecin qui est persuadé qu'il est gentil. Et donc lui qui a deux visages, donc il y a la thématique du masque, déjà dans le casse. Enfin bref, c'est omniprésent dans le film, mais on va pas revenir trop sur le film, il est nul, je vous l'ai dit. Non, le truc intéressant que moi j'aime bien au cinéma, c'est la chirurgie faciale, c'est changer de visage toi, pour t'aimes devenir bien quelqu'un ça. de... T'aimes pas qu'au cinéma Ben, d'ailleurs, on fait Antoine. beaucoup d'ailleurs. Tu peux nous dire que t'as changé 3 fois de visage et que t'es Xavier Dupont de Ligonnès. Exactement. Je suis Josiane Palasco. Hein. Big up à Mickaël. Non, alors, un film très connu pour le coup, actionneur années 90, ultra réussi. Qu'on adore. Volte-face, bien Alors, sûr. tout le monde n'adore pas autour de cette table. Alors, c'est pour ça que je regarde Antoine et j'ai dit qu'on adore, mais j'avoue. Non, mais bon, ça marche très bien. On échange de visage, etc. Pour le coup, là c'est de l'échange. Un peu plus raffiné, certainement que bien. Sarah appréciera. Et ben là, on va aller sur la Piel qui est Habito, Almodovar, etc. Je rajouterais même pour les aficionados du cinéma, Les yeux sans visage de Georges Franju. Exactement. Très, très vieux film. Exactement. Un peu glaçant, hein, quand Un peu même. glaçant. Celui-ci, Et, accrochez-vous, c'est long. Non, et Tom Cruise, il aime bien aussi. Tom Cruise. Il aime bien la chirurgie esthétique, les masques. Il y a Vanilla Sky, et puis il y a tous les jeux dans Mission Impossible. Ouais. Où il passe leur temps à enlever. Mais résultat, à la fin, moi, dans Mission Impossible, je trouve que c'est vraiment trop genre. Et non, et si, et non, et si. Bon, bah. Vous allez voir qu'en fait, c'est Antoine qui présente cette émission et je suis Julien. Ouais. Voilà. Bah, c'est Voilà. bien. C'est pas moi de conclure, mais je le fais. Voilà. J'ai l'impression T'as vu, que t'as très c'est envie, naturel, en tout vous cas. entendez, Bah vous oui. voyez pas? Bon, Grâce au en tout producteur. cas, je suis ravie d'avoir échangé avec vous sur ce film. C'est le moment de mettre un avis chiffré à vos petites fiches. La partie notation, The Notation Party. Alors, Antoine. J'ai mis la note de 2. D'accord. 2 pour la dualité entre le masque. Non, j'ai mis 2 parce que c'est pas terrible, mais 0 non, 1 c'était quand même machin. Il y a quand même un casting assez cool. On l'a pas dit, mais il y a quand même un Forest Whitaker et un Morgan Freeman, jeune, en début de carrière. Et ils sont quand même top les deux. C'est quand même vachement cool de les voir à l'image. Donc 2 très sur bien. 5, sur 5. Ah sur bah 5. oui, toujours une note chiffrée donc de 0 à 5, sans décimale bien sûr. Michael. Alors moi, Julie, j'ai mis 2 comme Antoine, Ah, je suis contente. parce que je l'aime. Partons à Venise. On va Venise tous les deux. Non, en vrai, je trouve que le générique est très cool, avec la musique de Ray ça fait Cooder un et tout. Il y a point. un côté un peu Deadman presque. Et ça fait un point, exactement. Et j'aime effectivement beaucoup Morgan Freeman dans ce film. Donc pour le casting en général, j'ai mis un 2e point. Ça fait 2. Très bien, je suis contente parce que j'avais peur qu'il y ait des calculs trop compliqués à faire. Sarah. Moi, j'ai mis 3. Oh non, Sarah, je pensais que tu allais mettre 2. Yes. J'ai mis 3 exprès pour que ce soit dur à calculer, sinon c'était pas drôle. Non, mais en gros, je trouve que 3 c'est un peu trop et 2 c'est un peu pas assez. Je sais pas, moi je trouve que Mickey Rourke est quand même touchant, ça m'a touché, c'est un peu Ça nana. t'a touché aussi un peu? Mais ça m'a touché. Ah, ok, cool. Voilà. Mais parce que Mickey Rourke était touchant. Contrairement à vous, j'aime pas trop Morgan Freeman dans ce film parce qu'en fait, je trouve que son personnage, tu sais, genre c'est un peu un narrateur extérieur presque à l'histoire. Enfin, en fait, on comprend pas trop ce qu'il fout là, il a pas trop de lien. À la fin, il arrive, genre, eh ben voilà, je vous l'avais dit. Moi, ça m'a un peu gavé. Mais voilà, pour la performance de Mickey, je mets 3. Tu mets 3. Voilà, exactement. Très bien, bah, j'ai mis 2 parce que tout simplement je voulais que ce soit plus simple à calculer à la base avant que Sarah mette sa note. Non, tout simplement parce que je trouve que c'est pas un grand film et effectivement 0 c'est très dur, 1 c'est très dur et 3 ça les vaut pas, donc je dirais que c'est vraiment 2 points pour Mickey Rourke pour le C'est coup. historique. Julie n'avait jamais mis une note en dessous de 4 sur ce Non, plateau. C'est pas vrai. Donc, Pour le coup c'est pas vrai, il y a incroyable. des notes qui sont extrêmement basses, mais là j'étais pas énervée, donc c'est une note moyenne basse. Donc ça fait une moyenne on va dire de 2,2 je pense. 2,25. 2,25. Bravo. Mais moi, ce qui m'intéresse, Ah oui. eh oui, c'est Eh pas oui. vous. Vous m'intéressez pas du tout. Eh oui. C'est les gens d'Internet qui Eh oui. m'intéressent. Eh ben, je Qu'ont comprends. dit ces viles personnes? Alors eux, ils ont mis une moyenne de 2,7, donc ils sont un tout petit peu plus gentils que nous. Il n'y avait pas énormément de commentaires, je vous en ai choisi 3. Je vais commencer par 2 commentaires, 2 étoiles.
Un homme au visage monstrueux devient Mickey Rourke par la magie de la chirurgie esthétique. Il y en a qui ont du bol quand même dans la vie. Mickey Rourke devient un monstre suite aux abus de la chirurgie esthétique. Trêve de plaisanterie. Ce thriller est un peu surréaliste. On pense forcément à Elephant Man et on n'y croit pas une seconde. Elephant Man. Elephant Man. C'est la malle, c'est une grosse malle. Non, mais c'est la traduction en français. Oui. Un homme défiguré de naissance et blessé par la vie est opéré en prison par un médecin idéaliste qui croit en une possible réinsertion passant par une amélioration physique radicale. Mais l'homme se sent toujours laid et au lieu de saisir sa chance et l'amour qui s'offre à lui, il ne pensera qu'à se venger. Voilà. Et cela finit très mal. Lance Henriksen et Ellen Barkin sont ridicules dans ce film. Et quel est le message du film? Qu'un changement d'apparence ne peut effacer les blessures d'un être humain? Le film manque de subtilité et d'émotion pour nous toucher. Je comprends. Voilà. Je comprends, non mais je comprends cette personne. Alors un deuxième qui est un tout petit peu plus violent, on va dire, hein, un peu moins classe. Hein. Un film bien moyen qui semble torché comme un porno de seconde zone. Non mais dis donc. Alors, on est au vitriol. Alors. Ne sauvant sa peau que grâce à une histoire émouvante et quelques interprétations telles celles de Rourke et Freeman de bonne facture. Mais en toute franchise, ce film ne mérite pas la moyenne, tellement le réalisateur a donné l'impression de s'en foutre royalement. Mais je pense que ça, c'est très faux. Je pense que le réalisateur ne s'en foutait pas du tout. En plus, pour le coup, je rajouterais qu'il y avait plus de 3 heures de maquillage pour Mickey Rourke sur les plateaux. Comme pour pour avoir, pas sa tête de Mickey Rourke, du coup, mais sa tête de Johnny moche gueule, quoi. Ouais. Et pour finir, un petit commentaire 4 étoiles quand même. Une histoire en montagne russe. Un jour, il est dans le pire cauchemar. Un jour, il reprend espoir. Et ainsi de suite. Et ça finit très mal. J'aurais préféré un happy end, sniff. Oh, bah nous aussi, on aurait oui. Nous, on aime quand il y a du bonheur. La vie est cruelle, Julie, c'est tout. On aime quand il y a de la joie. Voilà qui met fin à cette émission et à ce fabuleux instant. En votre compagnie, vraiment, j'ai été très heureuse. Pour répondre à nos 3 questions, Johnny arrivera-t-il à se faire à l'idée d'avoir une belle gueule? Apparemment oui, il est tellement content qu'il en aurait même oublié de vivre. Mickey Rourke ressemble-t-il à une souris aux cheveux orange? Alors, pas vraiment, mais moi j'ai envie de voir ce film avec une souris aux cheveux orange. Ces questions sont-elles uniquement composées de jeux de mots pourris? Eh bien, pas toutes, puisque la dernière n'est pas un jeu de mots du tout. Allez, merci à tous autour de cette table. Merci à Mickaël. On dit au revoir à Mickaël. Merci Mickaël. Merci à vous, et en tout cas j'étais content, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un épisode d'Hollywood Night. Tu fais quoi? Tu te cures l'oreille là? Et surtout merci à vous de l'autre côté de l'écran. On se retrouve très bientôt pour un autre film dans Un film, un after. Allez, bye bye.